Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, et Anis Lajnef, éditorialiste économique. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la seconde fois sur cette chaîne. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la dernière fois que nous avons échangé, c'était en novembre dernier. Le taux d'inflation venait de dépasser les 10% en Europe. Et on ne savait pas exactement jusqu'où irait la BCE pour lutter contre l'inflation. 6 mois plus tard, elle n'a pas changé de cap puisqu'elle vient de relever ce taux d'intérêt pour la 8e fois consécutive. Alors, Anis, selon vous, est-ce que ces mesures sont efficaces pour lutter contre l'inflation? Alors on le voit, l'inflation rebaisse. Alors il y a quelque chose que j'ai envie d'expliquer aux gens, c'est basique peut-être. C'est que quand on dit l'inflation va baisser de 10 à 6, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser de 4%, surtout pas. Ça veut dire que si quelque chose est monté, on va dire il y a eu depuis le début du Covid, peut-être sur l'alimentaire, 20-30% de hausse. Donc si les prix sont passés de 100 à 130, si l'inflation va passer de 10 à 5, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Ça veut dire que il va avoir l'inflation, les prix vont monter à peu près à 136,5, quelque chose comme ça, 137, 136,5. Et donc, s'il n'y a pas, si l'inflation continue, ben, on continue à perdre de l'argent par rapport à la vie d'avant Covid. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, quand il y a eu le Covid, on a injecté énormément sur les marchés financiers. Donc, ça, c'est la Banque centrale qui l'a fait, la BCE, la Fed, etc., toutes les banques centrales du monde entier. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que l'économie a été à l'arrêt. C'est-à-dire que c'est une décision politique qui a mis l'économie à l'arrêt. Et il fallait justement préserver, le patrimoine. Euh, Pas parce qu'il faut sauver les riches, c'est parce que la finance repose sur du collatéral, et le collatéral, c'est des actifs, c'est de l'immobilier, c'est des actions, etc. Et si alors c'est quoi le collatéral? C'est une sorte d'assurance quand on emprunte. Parce que toute l'économie repose sur de la dette, sécurisée ou pas, mais très souvent sécurisée dans les marchés financiers. Ça veut dire que on n'emprunte pas comme ça, sur parole. On ramène quelque chose en sécurité. Et si tous les actifs baissent, eh ben, on rentre dans une spirale négative où l'économie s'effondre, où la finance s'effondre. Donc, elles ont injecté, principalement pour sauver euh, le patrimoine, les actifs, pour qu'ils se maintiennent, mais aussi pour que l'État soit dépensier. C'est-à-dire qu'il continue à financer l'économie à l'arrêt, payer des gens à rien faire, etc. Et parce que pourquoi? Parce qu'il faut payer les crédits. Parce que si les gens ne payent pas les crédits, c'est les banques à leur tour qui sont dans la tourmente. Donc on a fait tout ça, on a injecté des milliards, et on nous a expliqué pendant quasiment 2 ans ou un an, mais il n'y aura pas d'inflation, c'est pas inflationniste, le QI, qui est le quantitative easing, ce mot magique qui a été donné à la création monétaire par les banques centrales, n'est pas inflationniste, ça fait monter que les assets et pas les actifs, pardon, et pas les prix à la consommation, etc. Mais malheureusement, cet argent s'est frayé un chemin et aller dans l'économie réelle. Et on a eu justement cette hausse des prix, non pas seulement de l'immobilier comme avant ou des actions, mais aussi des matières premières et par ricochet de l'alimentaire, etc. et de l'énergie. Et en plus de ça, et ça il faut pas le nier, il y a des entreprises qui ont anticipé justement cette hausse des prix et qui sont entre parenthèses gavées. Et c'est le cas, on le voit dans leurs résultats. Donc maintenant qu'on a fait ça, vu qu'il y a un trop plein de monnaie en circulation, il y avait deux solutions. Soit ils continuent à le faire, et dans ce cas-là, c'est la monnaie qui fait faillite, parce que l'inflation, bah, tout le monde va essayer de se débarrasser de sa monnaie qui ne vaut plus rien de jour en jour, ou soit ils décidaient de faire en sorte que la monnaie soit plus rare. Alors pour que la monnaie soit plus rare, pour les gueux, hein, pas pour les autres, pour les gens qui justement euh, consomment ce qu'il y a dans le panier du calcul officiel de l'inflation, de l'indice de l'INSEE par exemple en France. Et donc comment on fait pour qu'ils aient moins d'argent? Ben, plus d'impôts. Et quand on voit un peu les frustrations sociales qu'il y a en France, c'est compliqué quand même. On l'a vu avec les gilets jaunes, etc. L'autre façon de faire, c'est l'austérité. On l'a fait pendant 10 ans. On a vu dans quel état on a mis l'hôpital public, etc. Et l'école, et la police, avant Covid. Le troisième point, c'est comment on fait? Ben, on remonte les taux et on coupe le robinet monétaire. Et alors, le robinet monétaire, ils l'ont pas complètement coupé. Les bilans des banques centrales baissent un tout petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils réinvestissent l'argent
qui a été mis avant dans les obligations. Parce que normalement, quand on rembourse et que l'obligation arrive à maturité, normalement, le bilan de la Banque centrale est censé baisser. Mais il ne baisse pas parce que c'est réinvesti. Donc ça baisse légèrement, là, autour de 5%. Et donc, et l'autre moyen, c'est de remonter les taux, parce qu'on rend l'argent plus rare, le loyer de l'argent est plus rare, et c'est ce qu'on a fait. Et comme par hasard, l'inflation s'est stabilisée, et on n'entend plus parler de Poutine, du Covid, etc. Et c'est une preuve pour tous les économistes mainstream qu'il y a quand même, il n'y a pas toujours une relation entre création monétaire et inflation, mais il peut y avoir quand la création monétaire ne sert pas à créer de la croissance, à créer de la richesse, mais juste à faire en sorte de maintenir un système qui est au bord du gouffre. Donc si la BCE réduit son bilan, comment est-ce que les États vont faire face à ce changement de politique ? Les États sont déjà archi-endettés, se sont archi-endettés pendant toute la crise du Covid, justement pour maintenir le système en survie artificielle. Ce que dit Anis est très très vrai. On est dans un monde où la dette représente aujourd'hui, la dette et ses dérivés représentent 20 fois le PIB mondial. C'est assez simple. Le PIB mondial, c'est 100 000 milliards de dollars. Et l'encours des dérivés, c'est 2 millions de milliards. Donc on voit bien qu'on a créé autour d'une activité réelle tout un espèce de monde virtuel, une espèce de gros hologrammes d'actifs financiers, et qui effectivement sont tous garantis. Et on ne peut pas prendre le risque qu'une seule des garanties fasse défaut, sinon c'est les dominos. Tout le monde est assuré auprès de tout le monde, en fait. C'est la dissémination du risque. Donc, on pourrait voir ça comme un grand château de cartes qui pourrait s'effondrer, mais la vérité, c'est que c'est vraiment un vélo qui, pour rester droit, on doit continuer de pédaler. Et si on arrête de pédaler, le vélo tombe ou le château de cartes s'effondre. Donc les banques centrales ont effectivement injecté 9 000 milliards en un an et demi, on va dire, depuis le début de la crise Covid. Et ce qui fait que c'est devenu inflationniste, c'est qu'à un moment, l'argent est arrivé dans les poches des gens qui en ont vraiment besoin. Alors que le robinet monétaire, depuis la grande crise de 2009, cet argent, c'était de l'argent banque centrale et qui arrivait dans les poches de gens qui fonctionnent en symbiose avec la banque centrale. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui va se stocker dans les actifs. Alors il y a des actifs actions qui s'apprécient parce qu'il y a un afflux d'argent, et il y a aussi l'actif obligataire qui s'appréciait parce que tendanciellement les taux reculaient en permanence pour arriver un petit peu à une situation à la japonaise, c'est-à-dire à des taux zéro, ce qui rendait la dette soutenable. Si la dette ne coûte rien, on peut l'augmenter indéfiniment. Et puis avec le Covid, on n'a peut-être pas bien mesuré que pour maintenir l'économie à flot, il allait falloir à un moment qu'on donne de l'argent à ceux qui le dépensent pour que l'économie continue de fonctionner. Et à partir du moment où l'argent banque centrale a cessé d'être stocké dans des actifs dits banque centrale, les dettes émises par les États et les actions, parce que ceux à qui on donne de l'argent, évidemment, ils ont déjà tout, ils ont déjà des voitures à n'en plus savoir, de l'immobilier partout. Quand on leur donne plus d'argent, ils ne le dépensent pas. Ils le mettent dans des actifs. Voilà. Et quand on a commencé à faire des chèques fédéraux aux États-Unis, qu'on a subventionné toutes les entreprises, on leur disait vous tirez le rideau, donc on payait les loyers, on payait les salaires, on a donné de l'argent à des vrais gens. Là, il s'est passé un truc tout à fait classique, c'est que quand on donne de l'argent à des vrais gens, ça finit par se transformer en inflation, parce que il y a un moment, la demande a effectivement excédé un petit peu l'offre. Mais ça a été plus vicieux que ça, c'est que en réalité, si la Chine ne s'était pas fermée, on n'aurait pas eu de goulot d'étranglement. On n'aurait pas eu d'un seul coup de déficit de l'offre. C'est quand la Chine a décidé de se fermer, qu'elle n'exportait plus, qu'on avait 300-400 bateaux porte-conteneurs qui attendaient au large de Shanghai, de Canton, etc. C'est là que, d'un seul coup, les choses se sont vraiment corsées, parce qu'on n'avait plus de pièces détachées pour fabriquer des voitures, on n'avait plus de matériaux de construction. Et comme fallait quand même qu'on construise,
les matériaux de construction se sont mis à flamber. Donc, on va dire que l'inflation a quand même été multifactorielle. Mais, en tout cas, elle a démenti la fameuse MMT, Modern Monetary Theory, qui disait que on peut toujours créer de l'argent indéfiniment, ce n'est pas inflationniste, tant que cet argent arrive dans les bonnes poches. Et là, aujourd'hui, les banques centrales, je pense, pour montrer qu'elles ont toujours une forme d'utilité, après avoir quand même mis énormément de kérosène sur l'incendie qui couvait, pour donner l'illusion qu'elles sont utiles et qu'elles peuvent encore reprendre la main, elles montent les taux. Mais là, ce qui se passe très rapidement, c'est que les États peuvent plus se financer. Le service de la dette va devenir beaucoup trop élevé, insupportable. Et donc là, il va falloir qu'on y réfléchisse, parce que là, on voit se profiler un vrai problème. Donc les États sont surendettés et les taux, ils sont à 5, 5,5. Les gens qui ont acheté de l'immobilier à taux variable, ils ont emprunté à 1, 1,5, et là, ils vont devoir se refinancer à 5 ou 6. Enfin, là, pour l'instant, on est un petit peu dans l'œil du cyclone. On n'est pas encore dans le mur, mais on en est quand même tout près. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'en ai. Si je pouvais rajouter quelque chose aussi, il y a l'idée que quand l'argent coule à flot et qu'il peut être offert à des taux quasiment nuls, il faut se mettre à la place d'abord d'un industriel. Il a de la trésorerie où il peut emprunter à taux zéro. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il achète ses matières premières ou est-ce qu'il garde son cash qui lui apporte rien et il voit justement les matières premières monter au ciel? Donc, dans sa tête, il peut pas stocker sa trésor avec des rendements, donc il va acheter des matières premières. Il faut se mettre aussi dans la tête d'un spéculateur, d'un hedge fund sur les matières premières ou le trading de propriété sur les matières premières de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citibank, qui ont cartonné, qui ont fait des milliards. L'argent vient et gratuit, ça pousse justement à l'utiliser pour aller sur les marchés de matières premières et spéculer. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Et donc il y a aussi cet accès d'argent qui est venu dans l'économie réelle, non pas seulement via les subventions, les PGE ou les chèques Biden aux États-Unis, etc., ou les salaires garantis en France. C'est venu aussi cette inflation dans l'économie réelle via la spéculation et l'anticipation des entreprises sur les matières premières. Après, il ne faut pas nier, parce que là, on parle du côté monétariste, parce que les gens qui ne regardent que les côtés réels de l'économie, ça veut dire qu'à un moment, les stocks ont baissé, qu'on avait des problèmes de production, d'acheminement des matières premières, etc., ou des produits. Ça, il ne faut pas le nier. Mais comme on parle que de ça, je pense que Philippe et moi, pour rééquilibrer, on parle un peu plus de l'autre côté, du côté monétariste, parce qu'il est nié par des gens qui voudraient que la dette, ou qui imaginent que la dette est socialisée et que en fait elle appauvrit qui? Elle appauvrit ceux qui ont de l'argent. Et c'est pas vrai en fait, on le voit aujourd'hui, c'est prouvé. C'est des discussions qu'on avait que l'inflation c'est l'euthanasie du rentier, etc. Je suis désolé, les rentiers là ils sont pas euthanasiés. Ce sont les pauvres qui sont euthanasiés. Et pour répondre à une autre question que j'ai oublié tout à l'heure, comment faire en sorte que les gueux aient moins d'argent? On gèle le point d'indice, on fait de l'austérité. On fait en sorte qu'ils travaillent plus, qu'ils aient plus justement les réformes des retraites, réforme du chômage, etc. Et on est en train d'y aller parce que en plus des bêtises qu'ont fait les États avec à continuer à s'entêter avec des taux quasiment nuls, à faire des OATI, c'est-à-dire un endettement indexé sur l'inflation, la charge de la dette, c'est-à-dire le coût qu'on doit payer en intérêt par rapport à la dette publique qu'on a explosé. Donc, elle a quasiment doublé et on s'attend même à ce qu'elle fasse x3. Oui. Les OATI, c'est 10% de la dette. Alors, il y a deux types d'OATI. Il y en a qui sont indexés sur l'inflation française, où on va dire qu'on est plutôt pas trop mal loti, on est autour de 6. Et il y a des OATI émises en France, indexées sur l'inflation européenne, et qui est là au-delà de 7. Donc c'est 10% de la dette qui est indexée sur l'inflation. 10-12%. Voilà, 10-11%. Et ça représente entre 36 et 38% aujourd'hui du service de la dette. Si l'inflation
se résorbe en effet un peu d'ici la fin de l'année, on va rester à 36%. Imaginons que l'inflation ne recède pas. Je rappelle qu'aujourd'hui, les prix de l'alimentaire en France sont sur un rythme de plus 16,5% à l'année, et que par rapport à juin 2022, l'inflation alimentaire est à un rythme 3 fois supérieur à ce qu'elle était il y a un an. Donc, faut pas qu'on crie victoire trop vite. L'inflation, on l'a pas forcément terrassée parce que le pétrole va baisser et parce que Goldman Sachs commence à liquider un petit peu de stock et ça refait de la matière première sur les marchés à terme. Il n'est pas du tout certain que l'inflation cède aussi facilement que ça au niveau de la consommation. Il faudrait déjà que, par exemple, en France, il faudrait que l'électricité rebaisse. Elle est à un prix invraisemblable. On aurait pu la faire rebaisser tout de suite, dès avril-mai 2022, quand on se rend compte qu'on s'est mis dans un piège épouvantable avec l'indexation sur le gaz. Et donc, on étrangle les PME, les PMI, les ménages, etc. Et finalement, on voit qu'on ne fait rien. Ça fait plus d'un an qu'on se rend compte que c'était une connerie monumentale. On ne revient toujours pas dessus parce que, au nom de certains dogmes de fonctionnement de l'Europe, etc. Donc, on est bloqué d'un côté par des dogmes. Je pense que ça va être compliqué, effectivement, de voir l'inflation refluer. Donc, si ça ne se passe pas, les obligations indexées sur l'inflation nous ont coûté 16 milliards en 2022, nous en coûteront 20 en 2023, parce qu'on a encore augmenté l'encours, alors qu'on aurait pu se dire, bon, bah stop, là. C'était bien avantageux d'émettre des OATI quand l'inflation était à 0, ça nous coûtait 0. Maintenant, il faudrait arrêter. Mais on a continué d'en émettre, donc d'alourdir la charge de la dette. Et là, 16 milliards en 2022, 20 milliards en 2023, ça fait 36 milliards qui pourraient très bien ne pas exister si on avait très très rapidement stoppé des émissions d'OATI. Alors quand on vient nous dire aujourd'hui il faut absolument économiser 200 millions ici, 500 millions là, on est à l'os, on doit absolument faire des efforts budgétaires, c'est juste une hallucination par rapport à des masses colossales. Pour prendre une image, c'est comme si vous dites aux gueux, il va falloir économiser chaque centime, hein, les retraites, les remboursements de soins, les infrastructures, etc. Il faut vraiment qu'on soit extrêmement modéré dans nos dépenses. Donc vous dites ça, et puis de l'autre côté, vous financez par dizaines de milliards des instruments obligataires. Vous arrivez dans un restaurant, vous dites « Ah ben non, mais là, votre formule à 36 €, non c'est trop cher, finalement je vais prendre un plat à 19 €. » Bon, vous me mettrez quand même une bouteille de Krug millésime du siècle à 600 la bouteille, puis vous me rajouterez aussi une bouteille de Cheval Blanc. Hein. Mais non, mais 36 € le menu, je peux pas. Hein. Ah, par contre, pour les vins, les emprunts, tout ça, alors là, mettez-moi du Krug, mettez-moi du Grand Cru Bordelais. C'est extraordinaire. Alors, vous avez parlé un peu d'immobilier. Justement, ça fait 20 ans que les prix de l'immobilier sont en pleine explosion. Est-ce que cette hausse des prix est aussi due à la création monétaire ? Si on regarde à partir de quand, si on revient un peu dans le passé, par exemple, il y a eu un lobbying bancaire dans les années 60, fin des années 60, pour que justement la duration, c'est-à-dire la maturité à laquelle, ou la durée à laquelle on peut prendre un crédit augmente, parce qu'à l'époque, elle était limitée à 10 ans. Donc les gens, en moyenne, remboursaient leur crédit en 9 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a pu avoir des mouvements sociaux, parce que les gens n'étaient pas étranglés par la dette. Je ne parle pas de l'État. L'État n'avait quasiment pas de dette à l'époque. Je parle des gens normaux. C'est-à-dire que quand on n'a pas de dette, on peut se permettre des grèves illimitées. C'est pour ça que de nos jours, quand les syndicats, les partis de gauche parlent de grève illimitée, c'est une joke, parce qu'à la fin du mois, il faut payer le crédit. Donc ça, c'est le premier point. Ils ont augmenté la durée à laquelle, et d'un seul coup, on est monté à 14 ans. Entre 69 et 73, il fallait maintenant 14-15 ans pour rembourser son crédit immobilier. Ça a stagné parce que
À un moment, c'est ce que je dis aux gens, moi, dans les années 90, quand il fallait faire en sorte, il y a eu du dumping des taux d'intérêt pour que chacun ait la monnaie la plus forte, etc., et qu'on avait des taux d'intérêt quasiment à 12%, Ça, en c'était la France, en Allemagne. réunification allemande, où Voilà. les taux ont explosé en Europe de 91 à 93, 94. Parce qu'il va aller prendre à un moment donné une picture, donc une photo des devises, et décider justement de comment l'euro sera composé et avec quel taux de change. Et donc, il y a eu cette course au taux d'intérêt, et ben, il fallait rembourser en 14-15 ans dans milieux des années 90, avec des taux d'intérêt à 12%. Donc moi, quand j'entends sur les réseaux sociaux ou dans des discussions, ah, mais l'argent coûte rien, il faut emprunter, c'est bête de ne pas emprunter. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que implicitement, dans le prix de l'immobilier aujourd'hui, il y a toutes les conneries du passé, tous ce Ponzi scheme du passé. C'est-à-dire que tu empruntes à 0%, mais il faut que tu rembourses sur 25 ans. Et je préfère le cas où, je préfère pas, mais on va dire l'autre cas est plus avantageux. Tu empruntes à 10 et tu rembourses en 12 ans. Et donc après, dès qu'il y a eu l'euro, il y a eu justement la libération du crédit. Alors aux États-Unis, c'est différent. C'est Clinton qui a donné le faveur à toutes les banques pour justement permettre à toute la classe moyenne et même pauvre d'accéder via le crédit immobilier au logement. Et on a vu ce que ça fait avec la crise de 2008. En Europe, c'est plutôt du dumping entre les banques européennes pour justement aller à la course au crédit immobilier. Ça a été un peu le relais de croissance du capitalisme financier quasiment en fin de cycle. C'est-à-dire qu'ils ont été, parce que c'est ce qu'il y a de plus sûr. C'est plus facile de prêter à un quadragénaire de l'argent pour qu'il achète son 7e appartement locatif que de prêter de l'argent à un jeune talentueux qui a une idée et qui veut la mettre en place. Donc c'est moins risqué, donc tout le monde. Et en plus, il y a un collatéral. Le jeune, qu'est-ce qu'on va lui prendre? On n'est pas sûr de son idée, etc. Et justement, au lieu d'aller vers des entreprises, de la dynamique économique, on a été justement vers l'immobilier. Et là, on voit que l'encours des crédits, entre 2000 et 2008, a fait x4. C'est quoi l'encours des crédits? Il ne faut pas que je parle comme un économiste, parce que je ne le suis pas. C'est le stock des crédits. C'est-à-dire que le stock des crédits a augmenté, a fait x4, et l'immobilier a fait x2. Et c'est ça, en fait, il y a eu un relais de croissance. Quand on dit il n'y a pas d'inflation, ça a été très peu inflationniste les 20 dernières années, etc., ce n'est pas vrai. C'est pas parce que l'État, l'INSEE a décidé ou la BCE que l'inflation, c'était ce qu'on mangeait, ce qui nous servait à nous déplacer ou de l'énergie, que c'est ça l'inflation. Le logement, c'est un besoin vital. Donc, on est impacté par la création monétaire quand les prix de l'immobilier montent. Il y a une autre chose qui est vraiment insupportable, et je les comprends parce que eux, ils ont fait ce qu'il fallait faire. C'est quand j'entends les baby boomers qui disent mais ce que tu dis sur le crédit immobilier, sur la dette, c'est pas tout à fait vrai. Moi, j'ai emprunté dans les années 80, j'ai pu racheter du locatif sur les années 90, et là, j'ai un bon patrimoine et je suis très bien. Donc, ce qu'il comprend pas, c'est qu'il est rentré tôt dans le Ponzi scheme et qu'il ne voit pas maintenant que ses enfants, ses petits-enfants, ou ceux des autres, parce que lui, à la rigueur, peut en donner un ou deux aux autres, ou ceux des autres qui n'ont pas voulu jouer ce jeu de l'endettement et qui voulaient vivre de leur salaire, etc., c'est que maintenant, il a mis dans la mouise ces jeunes qui ont quoi comme espoir, c'est de se dire, ben, je vais emprunter, déjà il me faut l'apport, je vais l'avoir vers mes 35-40 ans, après je vais emprunter sur 25 ans. Et dernièrement, alors là, Oui, j'avais vu ça, c'est effectivement le vice-président de la région Île-de-France qui a récemment proposé d'autoriser des crédits immobiliers sur 50 ou 60 ans. voilà, c'est exactement cette histoire où plus on repousse. Ben, tout à l'heure, je parlais des années 60. Là, lui, on passe pas de 10 à 15 ans, il veut passer de 25 à 50, 60 ans. C'est pas n'importe qui. C'est pas une phrase qu'il a sortie n'importe comment, c'est un livre qu'il a écrit. Et c'est numéro 2 de la région Île-de-France, derrière Pécresse. Et donc, il veut que les gens empruntent sur 50, 60 ans. C'est-à-dire que si on peut emprunter vers nos 30, 35 ans ou 40 ans, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va passer à nos enfants. Et donc, c'est justement ce qu'il ne comprend pas, c'est que plus on rallonge la durée des crédits, et plus, justement, l'immobilier va monter. Et donc, ce qu'on fait à la fin, parce que les gens vont pas jouer avec un besoin vital comme l'immobilier. S'il faut emprunter sur 50, 60 ans, ben je le ferai si c'est le seul moyen d'avoir un toit. Je vais pas vivre dans la rue. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il maintient le patrimoine des riches et il met la corde au cou des gens
qui vont justement ne plus être en capacité de se défendre socialement. Et surtout, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il gave les banques d'intérêt. Parce que les gens me disent, oui, mais les intérêts étaient bas et les banques ne se gavent pas trop. Même avec des taux d'intérêt bas, la banque ne possède pas la quantité de monnaie qu'elle prête. Elle en possède une infime partie. Et contrairement à ce qu'on pense, le risque de défaut est très petit. Donc, c'est pas la même chose quand quelqu'un qui a travaillé durement, qui a mis de l'argent de côté avec sa sueur, son travail, etc., met de l'argent dans un livret A, déjà c'est limité en termes de somme, et qui fait du 2-3%, lui, on le couvre à peine de l'inflation, c'est-à-dire qu'il est perdant. La banque ne possède pas l'argent qui lui rapporte 2, 3, 4%. Donc, donc cette décision-là est juste démentielle, on va dire. Et est-ce qu'on pourrait avoir une crise de l'immobilier donc bientôt ou... Là, ça veut dire que tous les ingrédients sont réunis. Il ne reste plus qu'à mettre dans la casserole et à mettre le feu en dessous. On va voir ce qui se passe. Alors, techniquement, donc, les taux augmentent. C'est évidemment un facteur très négatif pour l'immobilier. Sauf, effectivement, si on allongeait la durée à 50-60 ans. Sauf que faites le calcul des intérêts composés 50 ans, un emprunt à 50 ans. Il y a quelques États qui en ont émis quand les taux étaient à 0, mais émettez un emprunt à 50 ans à 3%, vous allez déjà rembourser plus du double de ce que vous avez emprunté. Si les taux sont à 7%, comme c'est le cas de l'hypothécaire aux États-Unis, c'est une folie. Vous repayez le bien 3 fois, et c'est le banquier qui va encaisser 3 fois la valeur du bien. C'est juste une hallucination. Donc on a ça, les taux vont forcément provoquer, et ça provoque déjà en Suède, au Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, c'était des bulles immobilières comme on n'en a pas documenté depuis un siècle. Donc là, on a été très loin dans le délire. Aux États-Unis, c'est moins spectaculaire en termes d'accélération. On est sur un doublement des prix en 12-13 ans. C'est pas l'Australie ou le Canada, c'est un triplement ou un quadruplement. Enfin, ça reste quand même spectaculaire. Puis surtout, les encours sont très importants, puisqu'aux États-Unis, je pense que l'encours des prêts immobiliers, c'est autour de 15 000 milliards, c'est-à-dire à peu près la moitié du PIB américain. Donc si on commence à avoir des petits défauts de remboursement, ou des gens qui sont contraints, pris à la gorge, de revendre leurs biens immobiliers, on voit tout de suite que ça impacte ou ça met en jeu des mécanismes sur des sommes absolument gigantesques. En France, on n'a pas ce risque de rencontrer un mur du coût du crédit immobilier, puisqu'on n'a pas, nous, la révision tous les 2 ans ou tous les 3 ans des prêts à taux variable. Donc aux États-Unis, tous les gens qui se sont empressés d'acheter à taux zéro en 2020, ils vont se retrouver à devoir renégocier avec leur banquier, parce qu'on arrive au bout des 3 ans. Et là, ils vont devoir renégocier. Ils vont passer de... Grosso modo c'était 3%, hein, les taux les plus bas à 30 ans. Ils vont devoir renégocier là à 7, voire un peu plus. Donc c'est gloops. Cela, ça va pas passer. Enfin, ils vont pas pouvoir. Ils ont pas l'argent. C'est simple. Ils pouvaient pas rembourser $1 800 avec 4 100 $ par mois. Ils vont pas pouvoir rembourser 2008. Ils vont pas. Et d'où ils vont les sortir? De nulle part. Donc ça, c'est un mur de la dette. Peut-être qu'on va en reparler. Et nous, en France, donc on n'a pas ce mur de la dette, mais on a en revanche ce que j'appellerais moi un mur de la détestation de l'immobilier par le pouvoir. Donc Anis a dit une chose très vraie. Le banquier préfère effectivement prêter à quelqu'un qui a déjà 6-7 appartements parce qu'il y a un collatéral. Donc ils se sont très à l'aise, alors que prêter à un jeune qui a du talent, même des fois le talent ça ne suffit pas. Et Emmanuel Macron, lui, considère qu'on devrait effectivement prêter aux gens qui ont du talent. Et le rentier, on ne devrait plus lui avancer un rond s'il a envie d'accroître encore un patrimoine qui lui rapporte déjà des revenus sans risque. Alors on peut ne pas aimer le rentier, sauf qu'il y a une autre réalité, c'est qu'il y a 300 000 personnes dans la rue, il y a 2 millions de personnes mal logées, et en plus de ça, avec
les nouveaux impératifs de performance énergétique. Donc on a créé les fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, et donc il y a plein de logements catégorie G qui ne seront plus louables. Donc ça veut dire qu'on est en train de raréfier complètement le nombre de logements que l'on peut habiter, que l'on peut occuper. Donc là on les raréfie, et en plus de ça on interdit aux rentiers, le vilain rentier, vous voyez le gars qui a un petit commerce au coin de la rue et qui chaque année a réussi à mettre un peu de côté. Donc celui-là, c'est un horrible spéculateur. Donc celui-là, il ne pourra plus participer à la construction d'un immeuble neuf, etc. C'est fini, on va supprimer le Pinel, on va supprimer tous les avantages, toutes les aides. Donc, on va plus construire. On va plus construire. Rien. Là, on est déjà à moins 40 sur les maisons individuelles. Je crois que sur les programmes immobiliers, on est à moins 26% de chantier, mais on est à moins 40% aussi sur les réservations. Donc tout est en train de s'arrêter, non pas parce qu'en France les taux coûtent trop cher, non pas parce que les banques n'auraient pas les moyens de prêter plus. Il suffirait de modifier un petit peu la façon dont on voit l'emprunteur, au lieu de dire non, c'est 30% de vos revenus. Ben non. Vous avez 10 000 euros de revenus, votre reste à vivre, il est de 7 000. Vous pouvez encore emprunter un peu, il n'y a pas de souci. Donc, on pourrait le faire, mais par idéologie, on va surtout pas le faire. Donc, la France, la vraie crise, ça va être une crise de comment je me loge, alors qu'aux États-Unis, ça va être mince. Je suis obligé de renoncer à mon crédit, je suis obligé de revendre ma maison. Et c'est moi, comment est-ce que je me reloge? Donc les Américains, eux, ils vont se tourner vers la location. Alors ceux qui ont emprunté, qui ont été les derniers emprunteurs, vont perdre beaucoup d'argent. Ils vont acheter un bien à 500 000 $ prix moyen, ils vont le revendre à 400. Hein, il y aura, comme on dit, du poil d'arraché. Mais une fois qu'ils auront revendu, ils vont retrouver à louer parce que on a beaucoup bâti aux États-Unis. Donc, le banquier, il mettra la main sur X milliers, voire dizaines de milliers de biens. Il en revendra à BlackRock, Vanguard, qui seront très heureux de les louer pour que ça leur fasse des revenus, des flux d'argent sous forme de loyer. Donc, aux États-Unis, le propriétaire va se retrouver locataire. En France, le propriétaire va pas pouvoir avoir plus de propriété, puisqu'on va lui couper tous les moyens de financer. Et celui qui est locataire aujourd'hui peut déjà pas se loger, parce qu'il n'y a pas de bien. Donc voilà, la vraie difficulté, c'est qu'en France, on s'en va vers une vraie crise de comment je me mets un toit sur la tête, alors qu'aux États-Unis, les emprunteurs, il y en a beaucoup qui vont perdre de l'argent, mais ils retrouveront quand même des biens à occuper. Et voilà un petit peu comment je vois la problématique aujourd'hui. Maintenant, après ça, on peut penser plus loin. C'est est-ce qu'on est à la fin de 40 ans de baisse tendancielle des taux de crédit, alors pour l'immobilier, pour les entreprises qui veulent se financer, etc. Est-ce qu'on est vraiment arrivé au bout de 40 ans de décrue tendancielle, ou est-ce que on est arrivé au bout de la logique de on finance l'économie à crédit, et puis on arrête, et puis l'argent devient durablement plus coûteux et plus rare. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de vivre aussi? Pour rebondir justement sur ces taux-là qui baissent, les taux directeurs, ou même qui ont baissé depuis quasiment un siècle même. Si on veut revenir, ils sont remontés un peu dans les années 60, fin des années 70, début des années 80, mais après ça fait depuis 40 ans, ça fait que de baisser. Et si on zoome un peu plus bas, c'est depuis quasiment le début de l'histoire. On fait que de baisser, on est allé quasiment à zéro, voire négatif. Quand on regarde ça, en fait, est-ce que ça va durer ou pas? J'avais expliqué à un moment, c'était soit le mur, soit le ravin. Et là, je pense que ça va être le mur et le ravin. C'est-à-dire que pour pas perdre la main sur la monnaie, les banques centrales ont décidé de remonter les taux pour faire en sorte que ce soit plus rare, et pour faire en sorte que cette monnaie se contracte, que les gens reprennent confiance en la monnaie et qu'elle devienne rare et qu'il faut en avoir. Justement, c'est ça un peu les taux d'intérêt qui augmentent. Les gens, et si ça fait baisser l'inflation, les gens vont thésauriser un peu plus, c'est-à-dire stocker un peu plus leur argent. Donc on va vers ça, mais dans le système dette actuel,
qui a besoin justement de constamment, c'est comme le hamster là, il a constamment besoin que la roue tourne, on en a besoin, il est fondé, il est construit, il est basé sur le crédit et sur la dette. Donc si on coupe le crédit, à un moment, et puis il a bien expliqué, c'est comme le vélo qui va tomber. Donc on a besoin constamment d'injecter de la monnaie fraîche, de la dette dans le système, sinon il s'effondre. Mais si on fait ça, on va se retrouver encore avec les risques d'inflation. Donc en fait, on est vraiment dans une fuite en avant et on ne sait pas où on va. Il y a quelque chose, quelqu'un m'a demandé hier, en fait, mais comment ça se passe comment ça se fait que les banques centrales ont ce pouvoir, on l'a vu avec les banques régionales, on l'a vu avec Crédit Suisse, ce pouvoir incroyable d'appuyer sur un bouton, de créer de la monnaie et de tuer le risque. C'est-à-dire que là où les marchés devaient s'écrouler, eh bien, ils ne s'écroulent plus. Et ce que je lui ai expliqué, c'est qu'il n'y a pas de free lunch. Cet argent qui sert juste, il ne sert juste qu'à prendre un risque quelque part et le déplacer. Soit le déplacer dans l'espace, soit le déplacer dans le temps. Et ce qu'on est en train de faire, c'est que on va aller vers des gens qui veulent tuer le risque artificiellement par de la création monétaire, mais qui vont le déplacer dans le temps, c'est-à-dire que plus tard, on risque d'avoir une crise encore plus violente. Et encore une fois, ils vont faire ça, ils vont ramener de l'argent, etc., jusqu'au jour où plus personne n'aura confiance en la monnaie. Et l'exemple qui est bien à donner, c'est que on s'habitue. Ce qui s'est passé avec les banques régionales aux États-Unis, c'est juste incroyable. Ça serait passé il y a 20 ans, ça serait la chose la plus incroyable qui serait arrivée sur les 100 dernières années. Crédit Suisse, qui est une institution, s'est fait racheter, mais comme ça, avec qui derrière la Banque nationale suisse, la BNS, et l'État fédéral qui est venu et qui a mis des garanties. Donc c'est une fuite en avant qui va mener nulle part. C'est qu'à un moment, je pense qu'il faut prendre ses pertes et décider collectivement du chemin à suivre. Ah oui, donc la question qu'on se pose, jusqu'à présent, le risque, on le neutralise artificiellement. Alors, là où le risque se manifeste, nous qui suivons un petit peu le monde de la finance, il se manifeste dans l'interbancaire. C'est-à-dire quand le banquier commence à ne plus avoir confiance dans son voisin. Typiquement, lorsque l'affaire SVT surgit, d'un seul coup, les banquiers se disent « Quel est le prochain sur la liste ? Je prends plus le risque d'être la contrepartie de quelqu'un qui demain n'existe peut-être plus et me laisse en plan, j'ai plus de couverture. » Enfin, on est tous, comme je le disais, assurés les uns auprès des autres. Donc, je ne prends pas le risque de prêter à un banquier qui me semble présenter un profil risqué. Donc, les seuls qui finalement arrivent encore à fonctionner, c'est les banques systémiques parce qu'on les connaît, on les sait garanties par la Banque centrale. Donc la Banque centrale a non seulement le pouvoir effectivement de créer de l'argent et d'en mettre là où ça éteint l'incendie du risque, mais elle a également le pouvoir de dire « vous, je vous sauve et vous, je ne vous sauve pas ». Donc c'est aussi un double pouvoir énorme. Enfin, c'est quand même assez vertigineux quand on y réfléchit bien. Donc là, le risque, je dis, quand on a un vrai stress, c'est qu'il surgit dans l'interbancaire quand le banquier A cesse de faire confiance au banquier B. Il fera toujours confiance au banquier G parce que Goldman Sachs, lui, il est systémique, donc on sait qu'on risque rien. Mais entre 2000 ou je sais pas combien sont les banques régionales, mais c'est quand même encore un certain nombre, là, il n'y a plus de confiance. Donc, qu'est-ce que fait la Banque centrale quand elle voit que, d'un seul coup, l'interbancaire, plus personne ne prête à personne, et il est sûr que Goldman Sachs ou JP Morgan vont pas non plus prêter aux banques régionales, eh bien, elle va mettre de l'argent au guichet le matin, elle va se substituer à ces banques qui ne se prêtent pas entre elles, elle va mettre à disposition la liquidité. Ce qui vient en contradiction avec sa promesse de « on a assez injecté d'argent comme ça, je vais reprendre ces liquidités, à calmer le jeu, hein, voilà. On a vu que trop d'argent c'est inflationniste, donc chaque mois je vais réabsorber de l'argent, 95 milliards pour la Fed. Bah oui, mais si je récupère 95 milliards par mois et que chaque matin je mets 150 milliards dans l'interbancaire en jour le jour, en fait, j'ai rajouté de la liquidité dans le système. Et c'est exactement ce qu'on vit en fait depuis le mois d'octobre. C'est qu'on devrait déjà avoir atteint ce point où on est dans le mur de la dette, où on rencontre le risque, on se fracasse dessus, parce que là, on se heurte d'abord
l'éclatement de la bulle immobilière, c'est beaucoup de défauts de remboursement. Les banques vont devoir provisionner beaucoup pour des gens qui ne remboursent pas. La banque SVB, elle, c'était pas dans l'immobilier qu'elle s'est torchée, mais c'était avec des prêts quand même risqués à des entreprises justement, des jeunes pousses, des gens qui ont du talent. C'était la banque des projets audacieux. Puis d'un seul coup, les projets audacieux, quand il faut les refinancer à 0, ça passe. Quand il faut les refinancer à 4,5, ça passe plus. Donc voilà, cette banque-là, son modèle fait que d'un seul coup, elle se retrouve sans fonds propres, toutes ses réserves volatilisées. Et puis en plus ça, tous les clients qui étaient des initiés étaient bien placés pour savoir qu'il n'y avait plus d'argent ou que le crédit, c'était quasiment plus possible. Donc elles ont fui. Donc à partir du moment où la Banque centrale va empêcher que le mécanisme, on fait, tous ceux qui avaient un mauvais modèle ou qui étaient trop dans le risque vont au tapis, à nouveau, on a complètement éteint le risque. Est-ce que c'est ça? Est-ce que là, on voit plus personne fuir les banques régionales pour aller se mettre chez JP Morgan ou ailleurs? En fait, on ne l'éteint pas, on le déplace. Oui, mais pour l'instant, il est éteint, mais les braises, elles continuent. Et où est-ce qu'elles vont ressurgir? C'est ça la question que je me pose. Dans le cas de SVB, c'est des mécanismes qu'ils n'avaient même pas vus. C'est la chute de SVB, c'est une chute juste sur une écriture comptable. C'est-à-dire que eux, quand ils reçoivent le cash, justement, hein, ils reçoivent un surplus de cash, parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que la jeune pousse va avoir par exemple 100 millions, mais ils n'ont pas besoin de ces 100 millions dans l'instant. Donc ils vont le garder sécurisé à la SVB et ils vont utiliser quelques millions pour faire justement fonctionner leur entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est que la SVB s'est dit, mais je vais pas garder ce cash à 0, je vais le placer avec des bons américains à 1,5, 2%. Et le problème, c'est que quand les taux sont remontés, en fait, ce cash-là, il est valorisé à la valeur de marché, c'est-à-dire qu'il vaut beaucoup moins. Et donc, quand les gens ont commencé justement à se dire, j'ai besoin de mon cash, parce que j'ai besoin de tourner mon business et de développer mon entreprise, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la SVB s'est retrouvée à poil et elle devait faire des augmentations de capital, etc. Et c'est pour ça que la Fed est arrivée à changer complètement les règles. Elle dit maintenant, vous pouvez valoriser à la... Alors ça, c'est une règle qui est incroyable. C'est comme si un jour l'arbitre arrête le match. Bon, vous pouvez jouer avec les mains. Ou sinon, l'équipe qui gagne 3-0, vous avez le droit de jouer qu'avec le pied droit. Donc ils sont arrivés, on dit, bon, les bonds, maintenant, auprès de moi, auprès de la Fed, vous pouvez les valoriser à la valeur du notionnel. C'est-à-dire que si les taux sont remontés, normalement, ces obligations qui valaient 100 au moment où elles ont été émises, elles valent peut-être que plus que 70, 80. Non, c'est pas grave, vous pouvez valoriser à 100 et moi, je vous donne 100 en échange. Et donc, c'est ça, en fait, qui est en train de se passer, c'est que constamment, on essaye de trouver un équilibre en inventant des règles, en s'adaptant, etc. Et à chaque fois, c'est de plus en plus instable. Et on va être puis au mur à un moment. C'est-à-dire qu'on va devoir le taper, ce mur-là, et ça va arriver, il n'y a rien à faire. Le moyen de ne pas le taper, c'est de constamment favoriser les plus riches, constamment, et au détriment des plus pauvres pour pas qu'il y ait de l'inflation. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une énorme discontinuité, c'est qu'à un moment, le peuple va se réveiller et on va avoir un chaos social. Et là, c'est une autre façon, c'est un risque qui n'est pas vu, par exemple, le chaos social. Si demain il y a le chaos social, parce que les gens sont trop frustrés, parce qu'ils sont trop bridés dans leur envie de faire du business, d'acheter des maisons, d'aller en vacances, de se déplacer, de prendre l'avion, si à un moment ils sont trop bridés par des riches qui détiennent les médias et qui tiennent les pantins politiques et qui imposent ça aux pauvres, ce jour-là, en fait, on aura un vrai risque économique qui est dû à ce chaos social. Oui. Et là, on se rapproche, je dirais qu'on se rapproche du platane, où je parlais des braises qui continuent de rougeoyer. C'est juste qu'on les a déplacés, mais il y a un moment, on va mettre le pied dedans, quoi. C'est presque inévitable. Et aux États-Unis, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui ont emprunté à taux variable quasiment à 0 il y a 2 ans, 2020, 2021, ils vont arriver et ils vont être obligés de renoncer à leurs biens. Ils vont être obligés de le donner à la banque, ou ils vont être obligés de le vendre comme ils peuvent en perdant énormément d'argent.
Et ce qui est très injuste, c'est que eux, ils trouveront un acheteur et c'est l'acheteur qui fera le prix. S'ils ont acheté 500 000 $, comme je disais tout à l'heure, et qu'il n'y a pas d'acheteur avant 400 000, ils vont perdre les 100 000. Hein. Eux, ils vont perdre. Alors que la Fed, elle dit à ses amis, voilà, moi j'ai émis de la dette à un certain prix, je vous la reprends à exactement au même prix. C'est un petit peu comme si votre constructeur automobile vous disait, vous avez acheté un véhicule qui est fait pour bien rouler sans trop de problèmes jusqu'à 100 000 km, mais bon, on voit bien à l'Argus que le prix de la voiture baisse. Ce constructeur, voilà, vous dit, vous inquiétez pas, vous avez fait 100 000 km, 200 000 km, je vous la reprends au même prix. En collatéral. Voilà. Donc d'un côté, les amis, on leur reprend leur voiture au prix d'achat. Par contre, le gueux qui a emprunté pour sa voiture, lui, sa voiture, elle vaut bien que le prix Argus. Hein. Il l'a payé 60 000 $, sa petite voiture électrique. Au bout de 4-5 ans, elle en vaut plus que 30. Hein. Voilà. Et lui, il est vraiment au prix marché. Donc c'est ça que fait la Fed. C'est qu'elle fait un certain prix pour les amis et pour le peuple, c'est la spoliation. Donc, des gens qui vont être obligés de renoncer à leur maison, qui vont perdre beaucoup d'argent, je pense qu'ils vont effectivement être pas très, très, très contents. Donc, je pense qu'il y a un risque social important, effectivement, dans les pays où la bulle immobilière a été la plus loin, où elle a été finalement encouragée. Pas du tout parce qu'on était content de voir les gens se loger et avoir leur maison et pour pouvoir faire un barbecue dehors. Non. C'était juste pour permettre aux banques de faire plus de business. On s'en fichait complètement que les gens soient ou non logés, hein. Faut pas rêver non plus. Hein. En France, par contre, c'est affiché. On déteste, en haut lieu, on déteste l'immobilier. Voilà. Donc là, au moins, c'est clair. Mais aux États-Unis, au Canada, ailleurs, c'est pas parce que vraiment au sommet de l'État on aime l'immobilier, c'est juste parce que ça faisait du business quand même. Philippe, juste un petit bémol par rapport à ça. Moi, je pense vraiment que si Macron, il ne déteste pas l'immobilier, c'est que il aime séduire. Et ce qu'il aime séduire, c'est justement cette richesse, ce patrimoine qui est globaliste. C'est-à-dire qu'il peut s'envoler du jour au lendemain de la France ou sinon qu'il peut venir en France. Et c'est quoi? Sont tout ce qui est obligations, assurance vie, etc. Et je pense qu'il n'a pas un problème avec ça parce qu'il veut que ça vienne en France ou que ça reste en France. Par contre, toute la richesse qui est enracinée, c'est-à-dire la PME locale ou l'immobilier, il est en France, il est en France. Ils n'ont nulle part à où aller. Ils ne peuvent pas déplacer l'immeuble et le ramener en Suisse ou à Jersey ou dans les îles Caïmans. Et justement, c'est de la couardise en fait. C'est que sont ces gens-là qui sont bloqués en France, qui sont l'économie française, sont eux qu'on peut taxer facilement. Et c'est pour ça, je pense, que c'est pas de la détestation, c'est juste de l'hypocrisie en gros. C'est-à-dire on les taxe parce que c'est facile à taxer et les autres, on les laisse plus tranquilles parce qu'on veut qu'ils viennent et parce qu'ils peuvent partir à tout moment. Et donc c'est un peu la richesse enracinée contre la richesse globaliste, la richesse qui est libre de partir à tout moment et de ne pas payer ses impôts en France. L'immobilier, ça rapporte 52 milliards les taxes foncières, etc. C'est juste énorme quand même. Contribution. Donc, quand on dit que l'immobilier ne produit rien, que ça stérilise l'argent, c'est quand même une source de recettes fantastiques pour l'État. Voilà. Mais c'est vrai que la comparaison est bonne. On peut pas délocaliser son immeuble, on peut pas délocaliser son petit parc de locatif. Donc on est vraiment taxé. Et les entreprises PME, PMI, elles sont soumises à un impôt de 30%. Quand les grosses sont taxées à 12 en Irlande, on tombe à 8 si on crée une holding en Hollande, et après ça, on peut encore diviser par 2 en négociant un rescrit fiscal au Luxembourg. Donc vous avez des gens qui roulent avec 30 kilos de pavés dans le sac. Il y en a d'autres qui courent, qui sont presque en lévitation et qui ont des chaussures ailées comme Mercure. Donc, il est évident que là, il y a quelque chose qui est profondément injuste. Les gens ne le mesurent pas, malheureusement, suffisamment. Mais la discrimination, l'injustice flagrante entre celui qui n'échappe pas à la taxe et celui qui, justement, a un capital nomade. Voilà, c'est le bon mot, nomade. Exactement, c'est bien ça. Voilà. Donc là,
le nomadisme, il y a un moment, s'il se généralise, il finit par plomber ou complètement vicier le jeu économique. Parce que on investit, l'État investit dans des infrastructures, fait des projections à long terme pour les retraites, les assurances, etc., partant d'hypothèses de rentrée fiscale. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une catégorie qui est la plus riche qui échappe totalement, justement, à la pression fiscale. Et comme on a besoin de plus en plus d'argent avec le vieillissement de la population ou avec une transition énergétique qui coûtera de plus en plus cher, où est-ce qu'on va aller prendre l'argent ? On va aller ponctionner, tabasser, toujours plus violemment, toujours les mêmes. Alors Philippe, vous avez parlé de vieillissement de la population. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres gros changements, des bouleversements sociétaux qu'on pourrait voir apparaître dans les années à venir ? On le voit, de toute façon, dès que c'est compliqué d'avoir accès à un besoin vital comme le logement, que les gens font moins d'enfants. La natalité par exemple, au Royaume-Uni a extrêmement baissé. Certains peuvent dire que c'est à cause du vaccin, mais quand les études officielles parlent justement d'un accès à l'immobilier qui est compliqué. Donc, on est en train de se plaindre, certains, du grand remplacement, pour prendre les thèses de l'extrême droite. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait justement pour pas qu'il y ait ce grand remplacement, pour qu'il y ait justement un taux de natalité qui soit favorable? Eh ben, on fait rien, parce qu'on n'attaque pas justement le droit et l'accès à l'immobilier. Parce qu'avec des taux qui remontent ou avec des prix de l'immobilier qui montent aussi à cause de la création monétaire qui profite justement à ceux qui ont déjà un patrimoine, on n'aide pas justement la natalité. Pareil, tout devient beaucoup plus cher. C'est-à-dire que les gens, en fait, commencent à ne plus avoir confiance en l'avenir. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir, si on a des enfants, il va falloir les loger, il va falloir les emmener à l'école, etc. Et je parle surtout pour l'Angleterre, et c'est compliqué, justement, d'avoir à faire ça. Et l'autre chose qui se passe, on voit, il y a de plus en plus une génération de gens qui ont assez de soucis comme ça et qui veulent pas se responsabiliser et qui se marient de plus en plus tard ou face à des situations de plus en plus difficiles, qui divorcent de plus en plus. Et personne ne fait le lien entre la financiarisation de l'économie et justement l'hyperfinanciarisation et ces mouvements sociétaux. C'est-à-dire que constamment, on va écouter la doxa, les médias mainstream qui vont nous expliquer à chaque fois, qui vont donner une raison qui ne fait jamais ce lien entre l'accélération du temps et les bouleversements sociétaux que justement cette course en avant de la dette, de la croissance, ce rythme infernal qui nous a imposé, qui aurait pour conséquence justement tous ces bouleversements sociétaux. Et donc je pense qu'on y gagnerait justement par nous-mêmes, parce que les médias, des milliardaires, il ne faut pas compter sur eux, justement à faire ces liens entre ce que nous impose le système du capitalisme financier, mais moi j'aime pas ce mot, je préfère dire de ce système usuraire, et justement cet impact sur notre vie quotidienne à nous tous, et surtout aux jeunes. Merci Anis pour cette réponse. Alors Philippe, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui souhaitent se lancer et se construire un patrimoine aujourd'hui, ou même aux moins jeunes qui envisagent de placer leur argent autrement que sur des livrets ? Là, les jeunes qui veulent se construire un patrimoine, le patrimoine c'est très divers, ça peut être des actifs mobiliers. Donc tout ce qu'on peut trouver, toute la panoplie de ce qu'on peut mettre dans une assurance vie, par exemple. Ça, on peut même y rajouter les SCPI. Ça peut rentrer également dans un contrat d'assurance vie. Alors ça, c'est quelque chose que je conseillerais à ceux qui ont déjà un peu de patrimoine et qui veulent en tirer un certain revenu. En l'occurrence, le SCPI, c'est de la pierre papier. Donc, les SCPI sont accessibles. Le rendement va forcément un petit peu baisser à mesure que les taux montent, mais ça va rester quelque chose de très supérieur quand même à l'investissement immobilier en direct, avec des taux beaucoup plus élevés, des contraintes de remise en état, de remise aux normes, plus des taxes foncières dont on a compris qu'elles vont continuer d'exploser, puisqu'on est à 7% en moyenne cette année en France. C'est la revalorisation
de base, c'est 7% sur les taxes foncières, c'est 52% à Paris, c'est plus de 25% dans de nombreuses villes à plus de 50 000 habitants. Et c'est pas terminé. Donc tout ça va grever très très fortement le rendement de l'investissement locatif. C'est exactement le but recherché d'ailleurs. Le pouvoir, et qui est aujourd'hui quand même très très incarné par l'hôte de l'Élysée, le pouvoir ne perçoit absolument pas le besoin fondamental des gens de se loger. Avoir envie de se loger, d'avoir un toit sur la tête, c'est un raisonnement de personnes qui ont des enfants, dont la famille s'agrandit. Là, on le perçoit complètement, que ce besoin n'est pas un besoin de spéculateur ou un fantasme de petits rentiers, boutiquiers qu'on déteste. On est devant un vrai besoin. Si ce besoin n'est pas adressé, s'il n'y a rien à acheter, à occuper, et si on arrête de construire, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment, les promoteurs ne vendent plus leurs programmes, enfin, ils arrivent difficilement à vendre les derniers lots, et quand c'est en plusieurs tranches, les tranches C, D et E, elles seront juste pas construites. Donc voilà ce qui se passe. Donc si on ne construit pas, il y aura pas de logement à occuper, ni en tant que propriétaire, ni en tant que locataire. Donc qu'est-ce qu'on fait face à cette réalité? Beaucoup de jeunes se disent on va attendre un petit peu avant d'avoir un enfant, parce que par exemple peut-être qu'on aura un deuxième, un troisième, on ne pourra pas s'agrandir, on n'aura pas les moyens. Et même si on acte qu'on n'a pas les moyens, voilà, parce que à 12 000 € le mètre carré à Paris, à 5 000 mètres carrés dans le centre de Lyon ou Bordeaux, on n'a pas les moyens quand on a un salaire d'instituteur ou voilà. Donc on peut acter qu'on deviendra jamais propriétaire. C'est difficile à avaler, mais on peut faire ce constat qu'on ne deviendra pas propriétaire. Après tout, les Suisses ne sont pas propriétaires, ou très très peu, les Luxembourgeois sont pas propriétaires, et ils vivent. Le problème, c'est que nous, même locataires, on va pas trouver où se loger. Donc il faut construire. C'est ça qui est impératif, c'est qu'il faut construire, et par toutes les complications administratives qu'on connaît en France, on s'interdit de construire. Alors les maires en plus ont l'obligation de créer 20% de logements sociaux. Personne ne veut d'un logement social en face de chez soi, ou si ça devient l'immeuble d'à côté. Donc il y a des freins partout, on ne peut pas construire. Voilà. Donc je dis que les jeunes aujourd'hui sont confrontés à quelque chose quand même qui est assez dur et assez inédit, c'est que même ceux qui vont vraiment peut-être avoir la chance de bien gagner leur vie, ils vont se retrouver confrontés à un immobilier qui demeure rare. Ça va rester très très compliqué de se loger. Donc il y a un moment, il faut se demander si la solution, ça consiste pas à quitter la France. Je pense que on fait le constat. En Allemagne, il n'y a aucun problème pour se loger. Alors au Royaume-Uni, c'est cher, mais on trouve à se loger. Aux États-Unis, je l'expliquais, il y a beaucoup de propriétaires qui vont devoir renoncer. La banque va leur confisquer, oui, c'est ça, va se saisir du bien qui a été mis en garantie pour le relouer éventuellement, etc. On pourrait même imaginer d'ailleurs que le banquier reprenne les biens aux gens à qui il a avancé de l'argent pour ensuite leur relouer, pourquoi pas. En tout cas, aux États-Unis, on manquera pas de biens, on a beaucoup construit. En France, on n'aura pas les biens, et on va en plus de ça, par dogme et aveuglement, continuer d'interdire de construire ou de dissuader de construire. C'est ça, c'est cette dissuasion, parce qu'il y a une détestation quand même de l'immobilier qui, je dis, questionne quand même beaucoup sur le profil psychologique de ceux qui s'accrochent à cette détestation. Donc ceux qui voudraient acheter un bien aujourd'hui doivent quand même un peu patienter avant de se lancer. Là, je dirais qu'effectivement, il faut mettre un peu d'argent de côté. Les prix les prix immobiliers vont quand même baisser un peu.
pas beaucoup puisqu'on a éliminé du marché les biens dits passoires énergétiques, donc on supprime des biens du marché, donc forcément ceux qui restent sont plus chers. Vu qu'on a déjà un déficit de 2 millions de logements en France, si on retire encore 1 million ou 1,5 million de logements G, on alimente une pénurie qui va faire que les prix vont pas baisser. Ils vont baisser fortement en Suède, fortement au Canada, fortement Nouvelle-Zélande, Australie. En France, on a cette rareté et on va pas la résoudre. Et on la résoudra pas, et ça va pas rendre le marché fluide. Là, on est dans un marché qui est complètement sclérosé, complètement figé. Voilà. Et donc, je dirais que à la limite, la question des taux en France, elle est très, très secondaire. Très secondaire. Elle ne l'est pas, en revanche, on l'a vu avec Anis, dans tous les pays, effectivement, où on est dans de l'investissement à taux variable. Merci Philippe et merci Anis. Alors vous avez justement mis à disposition de nos lecteurs un rapport gratuit. Vous détaillez les dessous de la création monétaire et du crédit à outrance. Alors ceux qui nous regardent peuvent le télécharger en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Et Philippe détaille même un investissement à privilégier pour éviter le piège du crédit. Alors j'invite donc encore une fois ceux qui nous regardent à le lire. Merci beaucoup Anis pour cet entretien. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Et à très bientôt. À bientôt.